Voilà, bien bonjour à tous. On est vendredi 5 février. Mais non, je ne vais pas me tromper, Jessie. C'est vendredi 5 février. On est en début de carnaval, début de week-end. Le week-end va être très long pour les carnavaliers. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, défilé de côté en la là. Mais avant, je voulais dire aux gens qui sont intéressés à gagner un ticket pour le spectacle de la Perfecta et des Aiglons qui aura lieu demain soir à Gosier. Je vais vous poser deux questions, faciles quand même. Vous téléphonez au 26 73 03. Il y a 3 tickets à gagner. Premièrement, donnez 2 titres de chansons de la Perfecta. Et deuxième question, le nom d'un ancien chanteur de la Perfecta qui vient de quitter le groupe avec toute la polémique qui s'ensuit. On en a parlé hier, 26 73 03. C'est tout de suite au standard de Canal 10 et vous gagnez 3 tickets. Vous laissez bien sûr un ticket et vous laissez votre nom. Sinon, aujourd'hui, on va recevoir notre ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, la directrice de ce journal que vous connaissez, Inter-Entreprise, qui a changé un peu sa formule. Francette Rosamond, bonjour. Bonjour. On va recevoir plus tard 2 personnalités dans le cadre du mois de l'Afrique. Amilou Konté, qui a été ministre de la Culture en Guinée-Conakry. Il est accompagné de Madame Yann Marraine. On parlera justement d'une griotte qui sera dans le cadre du mois de l'Afrique. Et puis on parlera aussi de ce concert de café qui aura lieu au monde. Voilà un peu le sommaire de ces talks du ZCL. Mais la partie news, c'est toujours, et comme d'habitude, la charmante Jessie qui sourit. Merci Danick. La Guadeloupe dénombre 5 homicides depuis le début de l'année, une situation qui alarme le procureur de la République. Il a tenu hier avec les maires des villes de Trois-Rivières et Saint-Claude une conférence pour lancer un appel au calme à la population. Hier, la communauté d'agglomération Cap Excellence s'était réunie en urgence au centre culturel Sonis de Pointe-à-Pitre. La progression du virus Zika leur impose de trouver rapidement des solutions afin de combattre ce fléau. Et enfin, c'est la 9e édition du Grand Déboulé Nocturne. Aujourd'hui, le mouvement Kiltirel Masbokoka, en partenariat avec la ville de Morne-à-l'Eau, organise pour cette occasion une grande exposition sur le thème des savants noirs. Et voilà pour ce sommaire, Dani. Merci, Jessie. Alors, je rappelle donc très rapidement le 05 90 26 73 03. C'est le numéro du standard de Canal 10. Si vous souhaitez voir ce concert, assister à ce concert qui aura lieu demain soir, samedi, à Gosier, il suffit simplement de nous dire, comment s'appelait l'ancien chanteur de la Perfecta. Ça doit être un nom compliqué à trouver, mais enfin, vous aurez trouvé. Et deuxièmement, citer au moins 2 titres des albums de la Perfecta. Vraiment, s'ils n'ont pas trouvé ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment pas envie d'aller voir un concert là, ça. Et c'est un concert avec les Aiglons aussi, c'est au Palais des Sports du Gosier. Voilà, on reviendra tout à l'heure en fin de talk sur ces questions. On espère que vous aurez trouvé ces réponses, que vous pouvez venir retirer vos tickets au standard de Canal 10. Sinon, on va parler d'Inter-Entreprise. Je vous l'ai dit, c'est un magazine qu'on connaît déjà. On est déjà à son 125e numéro. Bonjour Francette. Bonjour Danick, bonjour Jessie. Alors, quoi de neuf dans Inter-Entreprise que je présente au public? Pour notre 19e année, parce qu'effectivement, ça a fait en Chaïtan Lola, nous avons décidé de changer de maquette, donc de complètement revoir la formule à l'intérieur. C'est un jeune Guadeloupéen qui nous a fait ça, qui, vous verrez, c'est... On peut dire son nom quand même, ça. C'est Andy Augustine. Oui, c'est exactement, c'est parce que vraiment, c'est un bel talent. Et puis, on a décidé aussi de nous repositionner en termes de rédaction. C'est-à-dire que jusqu'à présent, notre objectif était de rendre visible ce qui se passait chez nous. Mais comme nous sommes dans une période, nous considérons, de grande transformation, nous avons considéré qu'il faut aller plus loin. Et là, on veut véritablement être le média qui décode le présent pour mieux construire l'avenir. Donc c'est ça notre... C'est la baseline, ça. Oui, absolument. C'est exactement notre nouveau slogan, décoder le présent pour mieux construire l'avenir, parce qu'il y a un avenir et parce qu'il peut être magnifique. L'avenir en Guadeloupe, c'est un terme qui a une résonance, hein, changer d'avenir. C'était non, mais je préfère vous le dire tout de suite. À Richard Luc, c'était changer d'avenir. Donc, changer d'inter-entreprise, c'est changer d'avenir aussi.
disons que l'avenir, tout le monde, au stade où il est, à l'endroit où il est, peut le construire et construire autre chose que ce que nous vivons si nous ne sommes pas contents de ce que nous vivons. Donc, en fait, c'est ça, c'est de renvoyer un message que chacun est responsable de ce que nous vivons et notre responsabilité, c'est de comprendre. Donc nous, à Interentreprise, en tant que média, on participe à cette compréhension. Et après, c'est chacun qui apprend en bout de manche, non, quoi. Donc voilà, vous êtes en train de tourner de nouvelles pages. Qu'est-ce que vous en pensez? Je découvre en même temps que les lecteurs qui vont trouver ce journal en kiosque depuis aujourd'hui, voilà. C'est vrai qu'il y a un rafraîchissement de la maquette. Elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus professionnelle en plus, et des choses intéressantes. Mais juste une question, est-ce que la partie économique demeure quand même? Mais bien sûr. C'est votre socle. Bien sûr, c'est notre... Et puis, votre ADN. L'économie est ce qui emmène un pays, enfin, qui emmène la vie. Il n'y a pas que ça qui forme quelqu'un, mais en tout cas, c'est un aspect important. Quand on n'a pas de moyens, on voit bien que les choses sont compliquées. Quand une entreprise ne fait pas de chiffre d'affaires, on voit bien que c'est compliqué. Mais seulement, ce n'est pas si elle ne fait que faire du chiffre d'affaires, elle aura des problèmes aussi si elle ne s'occupe pas du social, si elle ne s'occupe pas de ses valeurs, etc. Donc, c'est vraiment d'apporter toute cette compréhension-là. Et pour ce numéro-là, justement, pour bien poser notre nouveau positionnement, on a regardé ce qui se passe au niveau des banques avec la digitalisation. Il y a un mouvement très fort pour l'instant à Baboui. On voit les banques qui de plus en plus font des applications, qui de plus en plus dématérialisent. Elles passent au numérique, quoi, c'est ça, elles sont en train de passer au numérique. Elles passent au numérique, mais c'est une transformation incroyable. Ça veut dire qu'en 2018, c'est pas dans 10 ans, dans 2 ans, vous n'aurez plus besoin du tout d'aller dans une agence physique pour faire quelque chose. Avec votre si vous êtes habitué à utiliser les technologies, il n'y a aucun problème avec ça. Oui. Mais si vous n'êtes pas habitué, il y a quand même 50% de la population qui n'est pas prête et beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est ce que nous faisons, nous disons attention. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les banques, ils sont un peu inquiets de cette transformation radicale. Donc là, il y a une mutation qui est en train de se faire et nous sommes un peu des donneurs d'alerte, en quelque sorte. Alors, Jessie va sûrement des questions à vous poser, puisqu'elle-même est directrice de journal, il faut le rappeler, de magazine. Et donc, Jessie, la question... Non, je voulais rester justement sur le domaine donc du digital. Est-ce que vous pensez que les entreprises aussi sur nos territoires ont compris la nécessité aussi de ce virement ? En fait, elles sont de plus en plus l'ont compris. Aujourd'hui, quand on regarde ne serait-ce que les rapports entre les banques et les entreprises, beaucoup d'entreprises maintenant ne serait-ce que font leur virement elles-mêmes, etc. Mais elles n'ont peut-être pas compris l'étendue de tout ce qui est en train de se passer, notamment les plus petites d'entre elles. Les grosses sont déjà hyper digitalisées et même la banque accélère encore ça. Par exemple, désormais, ils n'auront plus besoin, si par exemple les grands distributeurs, ils auront désormais des bornes de dépôt de chèques chez eux. Ils n'auront plus besoin d'aller déposer ça dans les agences, c'est déjà comme ça. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs de plus petite taille, il y a des services qui sont en train de passer au zéro papier. Et il faut s'habituer à ça. Comme si vous avez besoin de signer un contrat, c'est plus le besoin d'aller voir votre chargé de compte, de se déplacer. En revanche, il faut développer avec cette personne des relations qui sont davantage pour des choses importantes. Alors, oui, justement, je voulais rebondir au niveau de la presse écrite. Est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi de la digitalisation? En fait, aujourd'hui, un média qui n'est pas digital, il n'existe pas. Oui. Et même quand je préciserai, aujourd'hui, des médias qui ne sont que digital, ils ont besoin d'une version papier. Un média papier qui ne s'intéresse pas au digital, il est mort. Oui. Donc en fait, il faut mixer les deux. Par contre, ça nous demande de retravailler l'information, comment on la donne à nos lecteurs. C'est-à-dire, si c'est une information de premier niveau, c'est-à-dire Jarry est bouché avec les embouteillages, attendez, il y a plein de gens qui peuvent envoyer ça sur plein de médias, sur leur Facebook, sur leur machin, et ça m'intéressera de tweeter ça. Oui. Par contre, comprendre pourquoi Cap... excellent. Non, comment s'appelle votre...
Cap Excellence. Cap Excellence, absolument. Cap Excellence est en train de prévoir son plan de déplacement. Son tramway, il y a un tramway qui est dans l'air. Etc. Ça demande de l'enquête. Oui. Et là, on a encore besoin de journalistes qui soient capables d'apporter du sens et d'apporter de la vision. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un côté indispensable pour les médias de pouvoir marier tout ça. Mais est-ce que les banques, en termes de personnel humain, je parle, parce que c'est l'emploi aussi, parce que vous savez, souvent on a souvent dit, quand il y avait numérisation, digitalisation, etc., le personnel commençait aussi à se former d'un côté, de l'autre côté aussi on ne remplaçait pas ceux qui partaient à la retraite. Ben, c'est certain qu'il y a des métiers qui vont disparaître. On l'a vu, je reviens à la presse écrite, quand les ordinateurs sont arrivés avec les logiciels de traitement pour faire des maquettes en ligne, il y a des maquettistes qui étaient en train de coller des gros murs, etc., qui ont disparu. Oui. Donc les métiers sont hors forme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la nécessité de ce service ou de ce savoir-faire. Donc c'est en ça que je trouve intéressant que les banques qui sont conscientes qu'elles sont en train de muter, et en plus il y a de nouveaux entrants. Par exemple, vous avez entendu que Orange a racheté Groupama Bank. Outre-mer Télécom a une offre de banque, et Digicel aussi a une offre de banque. Et la 4G arrive ici. Etc. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de chasse gardée. Qui aurait imaginé que Orange aurait envie de devenir banquier, quoi. Alors que c'est ça sa stratégie. Alors que les banquiers, ils pensaient que sur ce territoire-là, ils étaient un peu chasse-gardée. Et à partir du moment quand on comprend ça et quand on voit les mutations, c'est évident qu'après, sur les personnes qui y travaillent, il y a des mutations. Et là, c'est la responsabilité des dirigeants d'accompagner ce personnel. Et par exemple, le Crédit Agricole Guadeloupe a fait une opération que j'ai trouvée remarquable en décembre. Donc, ils se préparent. Donc, dans 2018, ils passent tout digital. Ils ont fait un rassemblement de 3 jours de l'ensemble de leurs collaborateurs. Et ils leur ont offert un smartphone pour que les inciter à, même dans leur vie personnelle, à regarder et à se dire, il y a quelque chose qui se passe par là, vous ne pouvez plus vous y désintéresser. Ils ne se sont pas tournés que vers ceux qui peuvent être les geeks dans leurs équipes. Ils se sont tournés aussi vers des gens qui sont peut-être dans le back-office et qui n'ont pas du tout de contact avec ça, pour leur dire non, même vous, le back-office aussi va changer, donc il faut que vous vous intéressiez. Et moi, je trouve que des managers qui font ça, ils ont un côté responsable et c'est à saluer, parce que c'est une révolution qu'on ne pourra pas arrêter. Tout à fait. Alors, on va revenir sur le magazine tout à l'heure, mais François, on ne peut pas ne pas parler politique avec vous, puisque vous avez été presque candidat. J'ai fait une escapade. Une escapade dans le politique très rapide. Et donc, on a vu ce qui s'est passé. La CTM martiniquaise s'est installée avec Marie-Jeanne à la présidence. Je pose la question, est-ce que la victoire d'Alfred Marie-Jeanne à Martinique a été une grosse surprise chez vous, vue de chez vous? Moi qui étais un peu dans la course, elle n'a pas été pour moi une surprise. Ce qui s'est passé avec la droite, avec les Républicains, c'était une innovation. Parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas l'imaginer avant. Par contre, ce qui était très clair, et avec mon équipe, en ayant fait du terrain, on l'avait très nettement ressenti, il y avait un rejet très fort de l'équipe en place. Oui. Et les gens... C'était dû à quoi ça, ce rejet? Attendez, je crois que soit c'est l'usure, soit c'est l'hégémonie, soit c'est l'arrogance, soit c'est les projets qui sortent pas. C'est aussi, et puis on voit bien que les taux de chômage, même si sur les dernières semaines ils ont un peu baissé, mais on voyait bien que c'était pas les artifices, parce que les 5 000 emplois prévus n'arrivaient pas. Non, mais bon, c'était des emplois aidés, on ne sait pas ce que ça va venir dans 1 an ou dans 2 ans. Donc il n'y a pas eu d'activité en tant que telle de générer. Donc tout ça crée des insatisfactions. Et puis d'autant qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en difficulté du fait de problèmes dans la logistique du paiement de la collectivité. Donc tout ça, plus ça, a fait qu'il y avait un vrai ras-le-bol. Et je pense que l'équipe sortante ne s'est pas rendu compte que c'était là. S'ils avaient fait du terrain véritablement, et non pas en se disant bon, on a pris tous les maires et puis nous on va gagner,
il se serait rendu compte qu'il y avait vraiment, la population avait envie de ce que j'appelle une nouvelle offre. Et cette nouvelle offre, c'est effectivement... C'est une vraie nouvelle offre parce que Marie-Jeanne avait déjà fait 2 mandats. Non, c'est une nouvelle offre dans le sens où, aujourd'hui, il y a des gens très différents qui se retrouvent dans une même équipe et qui n'ont pas jusqu'à présent pas de travail, enfin, qui n'avaient jusqu'alors pas bossé ensemble. Jusqu'à présent, on avait, soit c'était Marie-Jeanne et son équipe, soit c'était le PPM et son équipe, et là, on a Marie-Jeanne des Républicains, voilà, et de l'autre côté, on a aussi 18 personnes qui sont de l'ancienne équipe. Donc, c'est une nouvelle donne. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire quand on me pose la question que c'est la meilleure équipe que la Martinique pourrait avoir au stade où elle est. D'accord. Et ça va fonctionner. Attendez, tout dépend de nous. C'est pour ça que qu'on est parfaitement dans cette dynamique de changement. Soit on est là et on reste passif et on se dit que le monde, enfin, on porte la responsabilité du changement sur les autres. Ou bien on se dit, on prend une partie du manche. On se dit, nous aussi, on est là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette élection, c'est qu'il y a eu beaucoup de listes, ce qui est la preuve confirme l'insatisfaction, oui. Mais il y a eu des listes appelées citoyennes, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont envie d'autre chose. Et il y a eu des listes mixtes, c'est-à-dire la liste de M. Nadeau qui a passé les 6% et qui est dans le paysage en disant qu'il a un discours qui est quand même un peu différent des autres. Donc moi je me dis aujourd'hui, c'est comme si la place politique de la Martinique a été un peu dynamitée, quoi. Elle a été ouverte. Maintenant, le temps électoral est passé, il y a un pays à remettre dans un mouvement parce qu'il y a un vrai sujet. On perd des habitants, des jeunes, on a un taux de chômage important, il y a des échéances qui sont importantes, hein, notamment économiques. Il y a cette CTM cette nouvelle collectivité à bâtir, hein, vu que les processus sont différents, il faut bien comprendre, des gens doivent apprendre à travailler ensemble, et puis on doit aller, quoi. Alors, comme votre magazine Inter-Entreprise intervient sur les 3 régions, Guadeloupe, Martinique et Guyane, on passe en revue. Alors, on a vu votre point de vue sur la Martinique, on va s'intéresser à votre point de vue sur la Guadeloupe, puisque vous intervenez aussi en Guadeloupe, vous êtes aussi fréquemment en Guadeloupe qu'en Martinique qu'en Guyane. Comment avez-vous ressenti le changement d'avenir de la Guadeloupe? En fait, on est un peu dans le même schéma. Regardez l'alliance qui se retrouve à la direction de la région aujourd'hui, c'est aussi des gens qu'on n'aurait pas imaginé se retrouver ensemble. Il y en a de droite, de gauche. Je crois que ça, c'est symptomatique que le peuple est en attente d'une manière différente de faire de la politique. Et qu'aujourd'hui, personne n'a le monopole du savoir ni de la connaissance, etc. Il peut se retrouver à droite, à gauche. Et en fait, la grande problématique aujourd'hui, c'est que ces hommes politiques et ces femmes politiques qui sont de bords différents, qu'ils se mettent à bosser ensemble véritablement pour faire avancer un pays. Parce qu'on ne peut plus se satisfaire que parce que tu es avec moi, tu avances, et si tu n'es pas avec moi, tu es en bas, quoi. C'est plus possible, ça. Et je crois que c'est cet aspect, trouver des consensus forts sur des thèmes forts que la population attend. Et puis je pense aussi que la population est... Trop de mandats nuit oui. à l'homme et à la femme politique. À un moment, il faut changer. Et je pense que ça... Avant, il y a une contraction du temps, c'est-à-dire avant, c'était peut-être 4-5 mandats. Maintenant, c'est 2 mandats. Quoi. Et demain, ça va être 1 mandat. Donc, c'est pour ça que nous, à Martinique Gagnante, on a dit c'est un mandat. Parce que ça, on le sent. Et puis aussi, nous pensons fondamentalement, enfin, je pense, la proximité avec le pouvoir... tel que quand on arrive à la tête, soit d'une collectivité majeure, comme une région ou un pays, on a tous les pouvoirs en main, quoi. On a tous les leviers. Oui. Si vous n'êtes pas puissant, à la longue, ça vous mange, quoi. Ça, comme je dis, vous décollez. Donc, ou alors le pouvoir en fout, quelquefois. C'est ce que je dis. J'appelle ça décoller. Donc, à un moment, faut savoir avoir raison gardée et par les textes de loi et puis par l'acceptation de ces hommes et ces femmes, dire que c'est un mandat et se mettre dans la préparation. C'est comme un relais, quoi. Un relais, 400 mètres, c'est pas la même personne qui court le 400 mètres. C'est 100 mètres, vous êtes le meilleur sur 100 mètres, et puis après, vous passez le témoin. Donc, voilà, c'est cette dynamique-là, je pense que la population attend. Et puis, parce que, aujourd'hui, quelque part, c'est pas acceptable que des gens de 80 ans se mettent à gérer un pays, quoi. Oui. J'ai ici peut-être une question.
Ah, Français. Mais justement, je voulais savoir, la FEDOM, lors de ses vœux, n'annonçait pas vraiment de croissance économique sur nos territoires. Quel est votre avis par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que nos politiques mettent en place pour impulser l'économie? En fait, on est encore et encore dans de la défiance entre le politique et l'économie. C'est-à-dire, nous avons d'un côté les acteurs économiques qui disent ça ne fonctionne pas. On veut bien embaucher, mais il n'y a pas le marché. Comprenons pourquoi le marché ne vient pas et travaillons sur les causes de la non-croissance du marché. En face, il y a des politiques qui disent on vous donne des aides et vous n'embauchez pas, vous n'êtes pas des bons citoyens, etc. À un moment, il faudra sortir de cette espèce d'autisme de monde, quoi. Parce que si une entreprise n'a pas de marché, on peut lui faire les aides qu'on veut, elle ne va pas embaucher. Et puis si aussi, et c'est l'une des choses qu'on a beaucoup martelé quand nous étions en campagne, nous ne regardons pas nos pays tels qu'ils sont. Nous sommes un pays où nous avons une majorité de TPE. On ne peut pas demander à des TPE d'embaucher comme si ce sont des entreprises, des PME, etc. Ce qui veut dire que si on ne met pas des structures pour accompagner des petites entreprises à embaucher, ben c'est pas possible. Par exemple, nous sommes des fervents défenseurs des groupements d'employeurs. Parce que c'est dans ces cadres-là qu'un entrepreneur de petite taille, en se regroupant, ils sont 10, 15, 20, ils deviennent plus forts et ils peuvent embaucher des gens à travers ces structures et les mettre à disposition. Par exemple, il y a eu une aide qu'on a appelée première embauche pour les TPE, les petites entreprises. Je n'ai pas regardé le chiffre pour la Guadeloupe, mais en Martinique, cette aide qui était spécifique pour les entreprises de moins de 10 salariés pour embaucher, qui était pratiquement pas gratuit, mais presque, il n'y a eu que 15 personnes qui ont été embauchées à travers cette aide. 15 personnes. Ce qui veut dire que même ça, qui était pourtant soi-disant bâti, c'était pas adapté. Et là maintenant, c'est cette aide que le président Hollande vient de transformer en embauche PME, dont il a annoncé, etc. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, on ne regarde pas le problème, on apporte des solutions qui ne sont pas adaptées. Elles sont de bonne volonté, mais on ne discute pas. Mais c'est parce que des gens ne se parlent pas, ils ne se font pas suffisamment confiance de dire, oui, là, le chef d'entreprise, quand il dit qu'il ne peut pas embaucher parce qu'il n'a pas de marché, eh bien, il faut entendre ça. Ouais. Et le problème, c'est comment on fait pour créer des marchés, comment on fait pour rendre le pays attractif, comment on fait de manière à ce que les gens ont envie d'acheter et se remettent en mouvement. L'avant-dernière question, Jessie, peut-être. Non, je te la laisse. Bon, d'accord. En tout cas, donc elle fera la dernière. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est dans le domaine de la presse, parce que je ne me souviens pas, sauf il y a très longtemps, qu'Interentreprise ait abordé la question des médias dans l'un de ces numéros, sauf si peut-être RCI, peut-être même pas, je ne me souviens pas. Alors parce que le paysage audiovisuel antillais-guyanais, guadeloupéen, 5 télé, Martinique autant, je crois. La presse, vous avez dit tout à l'heure que la presse qui ne se digitalise pas pourrait être en difficulté. Quel est le regard de l'éditrice sur le paysage médiatique antillo-guyanais, voire anti-martiniquais guadeloupéen aujourd'hui? On a vu ces dernières années. On sait des difficultés de France Antilles, par exemple. Oui, non, on a vu. Il y a des modèles qui, selon moi, sont obsolètes, mais qui continuent à fonctionner parce que derrière, il y a des machines, il y a du personnel, etc. Mais par exemple, quand on regarde aujourd'hui, il y a une édition France Antilles Martinique, une édition France Antilles Guadeloupe, une édition France Antilles Guyane. On ne sait pas si ça va continuer comme ça. Non, mais voilà, à un moment, il faut se poser la question du modèle. Oui. Est-ce que ce modèle-là, qui correspondait à une époque, parce qu'à une époque, c'était chacun chez soi, etc. Est-ce que ça, c'est encore viable? On le voit que ça, ce n'est plus viable. D'ailleurs, l'entretien que nous avons dans le magazine de rentrée, là, de février, eh bien, c'est Groupama GAN. 2 assureurs, ça fait longtemps que Groupama a acheté GAN depuis longtemps, mais ici, on gardait les 2 réseaux parce qu'à la limite, pas de vague, on ne bouge pas, etc. Et là, depuis le 1er janvier 2016, et ce n'est plus que Groupama Antilles-Guyane. On a l'exemple d'Orange. Hein, on a l'exemple d'Orange, on a l'exemple d'AXA. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, il faut se poser la question du modèle. Or, pour l'instant, dans les médias pareils, on ne se pose pas la question du modèle. Quand on regarde certaines
certains grands groupes, Martinique première, Guadeloupe première, Guyane première, ben, chacun ils sont sur le canal. Ils ont essayé à un moment de faire des services communs, mais c'est compliqué. On voit bien qu'on est davantage sur des problématiques d'hommes et de femmes qui n'ont peut-être pas encore fait la bascule dans leur tête. Donc ça veut dire que les médias vont subir aussi cette mutation, elle est inévitable. Attendez, regardez, ici, vous avez eu plusieurs télés qui ont disparu, qui étaient pourtant bien, la Une, etc. Parce qu'à un moment, les charges ne peuvent pas être supportées que sur un seul marché. Il faut être clair que si Interentreprise existe depuis 19 ans, c'est bien parce que nous sommes sur les 3 marchés. Vous avez été visionnaire. La dernière question, Jessie. Ah, la dernière question, c'est pour moi. Oui, j'ai bien ça. Je sais bien ce que je dis. Donc, 2016, quels sont les grands axes de développement donc, du magazine Interentreprise? 2 minutes. Hein. Une demi-seconde. Donc, nouvelle maquette, après nouveau site que nous aurons, j'espère, en avril, avec cette nouvelle identité. Et puis, maillage encore plus fort sur l'ensemble des médias sociaux sur lesquels nous sommes déjà. Nous avons beaucoup de followers, fans et compagnie, mais on était un peu dispersés parce que voilà, on va rassembler tout ça et de manière à ce qu'on soit vraiment un média viral. D'accord. On a noté longue vie donc entreprise. Alors, Interentreprise, rappelez-moi la baseline, la nouvelle baseline. Alors, c'est décoder le présent pour mieux construire l'avenir. Décoder le présent pour mieux construire l'avenir. On l'a noté. En tout cas, Francette, on vous remercie. On aura l'occasion, probablement, comme on le faisait chaque année, vous recevoir au moins une fois par mois. Absolument. Avec plaisir. Chaque fois qu'il y a un nouveau numéro. Et toujours content de vos éclairages sur la société martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise. On n'a pas parlé peu de la Guyane aujourd'hui, mais la prochaine fois, bon carnaval en tout cas. On le fera. En tout cas, bon carnaval, bon masse. Et comment s'appelle ce carnaval particulier, ce bal particulier en Guyane? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Les Touloulous. Les Touloulous, voilà. Les Touloulous maintenant aussi. Hein. Ah bon, j'ai si savais ça. Les garçons sont toujours très... Voilà. C'est noté, il est pratiquement 13 heures. Dans le ZCL, je rappelle donc que je ne sais pas si au standard on a déjà répondu aux questions. Comment s'appelle l'ancien chanteur de la Perfecta. Deuxièmement, donner 2 titres de ce groupe mythique martiniquais. Vous connaissez, vous aimez les Perfecta en fait? Ça fait partie c'est pas votre tasse de thé. Non, je n'ai pas dit ça. Quittez-moi répondre. Ah bon, ça me fait partie des choses qui ont bercé mon enfance. Voilà. Ah ouais, j'ai aussi dit ça hier aussi. Donc, oui. bien sûr, la Perfecta, les Aiglons, Kassav et puis tout le reste. Hein, même si c'était que sa femme. Bien, il est 13h et donc 26h73 03 et puis on se retrouve tout à l'heure. On revient tout à l'heure pour développer le journal avec Jessie et nos invités, notamment dans le cadre du mois de l'Afrique, Amirou Konté qui est déjà là et Madame Yann Marraine qui nous attend en coulisses. À tout de suite. Bonjour à tous. Si vous prenez le ZCL en cours, nous sommes vendredi 5. C'est le début du week-end, c'est le début du carnaval aussi. Et nous sommes en plein mois de l'Afrique, puisqu'on va recevoir tout à l'heure M. Amirou Konté et Yann Marraine. Tous les deux vont nous parler de cette griotte qui est invitée en Guadeloupe dans le cadre du mois de l'Afrique. Sinon, je rappelle à nos téléspectateurs qui veulent participer ou qui veulent gagner une place pour le concert Perfecta et Aiglon. Alors, les 2 questions. Premièrement, comment s'appelait ou comment s'appelle, parce qu'il est encore vivant, le chanteur du groupe Perfecta? Première question. Deuxième question, donnez-nous 2 titres de l'album, des albums de la Perfecta. Ils en ont fait plus d'une vingtaine, ça ne doit pas être trop difficile. Réponse au 26 73 03 0590 26 73 03. Les tickets gagnants sont à retirer avant 16h. Au standard de Canadis. Voilà, on revient à l'information et c'est Jessie. Tout de suite, on va rentrer dans des choses pas très agréables. La Guadeloupe dénombre une série d'homicides depuis le début de l'année. On compte 3 morts et 1 blessé grave en 3 jours cette semaine. Les communes du Sud-Basse-Terre ont particulièrement été touchées. Les maires de Trois-Rivières et Saint-Claude, accompagnés du procureur de Basse-Terre, s'exprimaient lors d'une conférence de presse hier après-midi au tribunal de grande instance. Reportage tout de suite avec Axel Lafleur.
Alors, le dernier homicide a eu lieu hier soir, donc il s'est passé au centre hospitalier Monterrand, donc entre deux personnes, l'auteur et la victime sont tous les deux hospitalisés donc, au centre hospitalier Monterrand. C'est entre 22h et 23h qu'il y a eu une altercation entre eux qui a été violente puisque l'auteur a asséné un coup de poing donc, à la victime qui s'est effondrée sur le sol et après l'auteur donc, a été chercher donc, une barre en bois massif qu'il a pris détaché d'un bureau dans sa chambre. Il a frappé violemment à plusieurs reprises le visage de la victime qui est décédée des suites de ses blessures. Cela nous effraie, car en dépit de dispositifs divers et variés que nous avons mis en place, nous avons à relever deux meurtres en une journée. En une journée, mais c'est effarant et cela nous plonge dans la désespérance. Mais c'est une désespérance active car il faut encore qu'on continue à travailler et à trouver des réponses de politique publique qui nous permettraient d'endiguer ce fléau de violence qui touche l'ensemble du pays et qui s'approche dangereusement sur le territoire de Saint-Claude. Et à l'instant, je disais, les divers dispositifs, ce que nous mettons en place, nous sommes peut-être l'une des seules communes ayant un CLSPD, mais qui fonctionne et qui prend des mesures, qui va jusqu'à interpeller ceux qui vendent de l'alcool, qui va jusqu'à interdire la vente d'alcool, disons, sur la vente, même pas la vente, mais la consommation sur la voie publique. Le premier message que je souhaitais faire passer, c'est déjà la première chose, donc c'est déjà de rassurer les gens pour leur dire ce qui s'est passé, la manière dont on traitait ces affaires, le fait que les auteurs étaient interpellés, allaient être déférés au pôle de l'instruction et que la gendarmerie met des moyens importants au service de la résolution de ces enquêtes. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'il n'y a absolument aucun lien entre ces trois faits. Donc c'est une coïncidence dramatique, mais ça ne reste qu'une coïncidence. Et puis le troisième message, c'était avec les élus, dénoncer cette situation de violence, dénoncer l'utilisation des armes à feu, dénoncer l'utilisation des armes blanches et réfléchir avec les élus sur ce que c'était qu'être citoyen aujourd'hui. Et puis être citoyen aujourd'hui, c'est porter assistance à la personne qui s'effondre sur le sol parce qu'elle vient d'être frappée par plusieurs coups de couteau. Être citoyen aujourd'hui, c'est ne pas porter d'arme blanche sur soi parce que quand on porte une arme blanche sur soi, on s'expose à être auteur ou victime de ce type de fait. Et puis être citoyen aujourd'hui, c'est que quand on a des armes à la maison, on va les remettre au service de police et de gendarmerie pour pas que ces armes soient utilisées par d'autres pour commettre des faits comme ceux qu'on a constatés à Trois-Rivières et pour les armes blanches comme ceux qu'on a constatés à Saint-Claude. Et aujourd'hui à Basse-Terre, les élus devaient débattre du programme départemental d'insertion et du pacte territorial d'insertion. Vous l'aurez compris, l'insertion était au cœur du sujet durant cette première réunion plénière de l'Assemblée départementale. Nous aurons ce soir le compte-rendu de cette rencontre qui devait arrêter une politique d'insertion sociale et professionnelle à destination des publics les plus fragiles. Et d'ailleurs, j'ajoute, pour compléter ce que vous dites, Jessie, que nous aurons très prochainement, dans le cadre du ZCL, une chronique régulière sur l'insertion, parce qu'il faut quand même comprendre que dans un pays où plus de 40% de gens, et particulièrement les jeunes, sont touchés par le chômage, la question de l'insertion professionnelle, mais pas que, particulièrement intéresse les Guadeloupéens. Donc nous aurons, dans les semaines à venir, à parler de cette question de l'insertion. On continue le journal avec vous, Jessie. Les élus de Cap Excellence se sont réunis hier après-midi au Centre culturel Sonis à Pointe-à-Pitre. La prévention et la lutte contre le virus Zika est l'une des priorités de santé pour la communauté d'agglomération. Il était question avec l'ARS et la préfecture de trouver des moyens d'informer, traiter et anticiper les risques liés au virus Zika. Reportage avec Maxime Morel. L'épidémie du Zika affecte la population et en particulier les femmes enceintes. Donc il y a toute une communication à faire en direction de cette population à risque. Et puis il y a une autre complication qui est celle du syndrome de Guillain-Barré avec des atteintes des nerfs périphériques. Donc il faut dire à la population que ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas une infection qui peut être sans conséquence. Nous travaillons sur la lutte antivectorielle et donc nous travaillons déjà sur l'enlèvement des véhicules hors d'usage, des carcasses et des encombrants métalliques. Nous allons donc amplifier la collecte auprès des communes.
Ensuite, nous avons un autre volet qui est celle de la sécurisation des lycées, qui est aussi de notre domaine de compétences. Nous allons profiter des vacances de carnaval pour lancer des campagnes de démoustication dans ces établissements-là. Et enfin, un troisième volet d'action pour la région, c'est celui de l'octroi de mer. Alors, à l'instar de ce qui s'était passé pour l'épidémie de chikungunya, la région avait exonéré de manière momentanée des produits anti-moustiques tels que les répulsifs, les moustiquaires simples ou imprégnés. Évidemment, nous allons continuer cette action. La première chose qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a en ordre de marche, en ordre de formation, la mise en coordination de toutes les forces vives, de tous les décideurs, l'ARS, la région, les communautés d'agglomération, les communes, les CCAS, et dans la partie déjà administrative, lutte contre le vecteur. Et parallèlement à cela, il y a des travaux qui sont menés avec les professionnels de santé et qui vont aboutir dans quelques jours à quelques préconisations. Aujourd'hui, nous sommes sur les mesures qu'il faut prendre. Ces mesures, elles ne sont pas nouvelles puisqu'il s'agit du même vecteur qui est le moustique. Et donc, ce sont des mesures qu'effectivement les Guadeloupéens ont déjà entendues. Mais ce n'est pas parce qu'ils les ont entendues qu'il faut baisser les bras et qu'il ne nous faut pas retrousser les manches et repartir à l'assaut de tous les gîtes et faire de la communication. Et ce que nous a appris la campagne sur le chikungunya nous permet d'espérer d'être plus rapidement actifs. On ne parle plus d'épidémie, mais on parle de pandémie. Et quand on sait que dans les cas de femmes enceintes, une des conséquences, c'est quand même un sous-développement du système nerveux central avec des bébés qui naissent avec un petit cerveau et donc un retard mental qui sera irréversible. Je crois que la population a besoin d'être informée et pas affolée, mais une population informée, une population avertie, c'est une population efficace dans la lutte antivectorielle. Il est 13h12 et avant donc de reprendre avec le développement de l'actualité, on vous l'a annoncé tout à l'heure, on reçoit aujourd'hui Amirou Konté et Yann Marraine. Bonjour. Bonjour. Qui sont dans le cadre du mois de l'Afrique. Alors, M. Amirou Konté, il a été ministre de la Culture dans son pays, la Guinée-Conakry. Il faut rappeler que Guinée-Conakry, c'est le premier pays africain à avoir pris son indépendance, c'était en 1958 avec Sékou Touré, à l'instar de ce que disait le gouvernement français à l'époque. Et donc, à ce titre-là, pendant longtemps, la Guinée a été un petit peu au banc des pays africains vu de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont mieux en Guinée? La démocratie est revenue? Oui, merci de m'avoir reçu sur ce plateau. C'est un honneur pour moi de parler de mon pays. C'est vrai que c'est une démocratie naissante. Vous avez parlé de 1958 quand la Guinée a dit non à la proposition faite par la France de rentrer ou non dans la communauté. La Guinée a dit non le 28 septembre 1958 et le 2 octobre 1958, la Guinée a été indépendante. C'est vrai que cela n'a pas plu à la colonie qui était la France et je pense que la Guinée a payé le prix pendant plusieurs années. Aujourd'hui, après la mort de Sékou Touré, en 1984, il y a eu un nouveau président qui a prôné pour que la démocratie soit en Guinée. Il y a eu des partis politiques, donc ce président a favorisé quand même la naissance de plusieurs partis politiques. Le président actuel, qui est Alpha Condé, était en ce moment en exil en France pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, on peut dire que ça commence à aller. On n'a pas atteint le sommet, mais ça commence à aller sur le plan de la démocratie quand même. Donc, ça va mieux. Tant mieux, on est content de l'apprendre parce que souvent, on se posait beaucoup de questions ce qui s'est passé. D'ailleurs, lors de la Coupe des Nations, il y a eu beaucoup de polémiques sur le football guinéen, sur les résultats des matchs. Et là aussi sur le sport, ça s'est calmé aussi? Oui, vous savez, je pense que vous connaissez un peu l'histoire de la Guinée. Avant, avec au temps de la Révolution, il y avait le Afia Football Club. Tout à fait. Et le Sili National de Guinée. Donc on était habitué quand même à la victoire en Guinée. C'est après 84 que ça a commencé à baisser un peu. Et ce n'est plus comme avant.
nous avons des clubs, nous n'avons pas un championnat régulier, performant, mais nous avons beaucoup de joueurs qui jouent à l'extérieur. Et donc nous avons une équipe nationale dont l'ossature se trouve à l'extérieur du pays. Malheureusement. Et l'année passée a été quand même vraiment une année dure pour le football guinéen parce qu'il y avait Ebola en Guinée. Oui. Tous les matchs ont été joués à l'extérieur, tous les matchs guinéens. Mais la Guinée s'est qualifiée quand même pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, ça commence à aller mieux. On a eu un entraîneur qui commence à faire des résultats. Et on a un staff technique qui est plus performant que l'ancien staff technique. Et on a une fédération qui commence à sortir la tête de l'eau et je pense que ça va aller. Alors, vous êtes en Guadeloupe dans le cadre du mois de l'Afrique. On va parler tout de suite avec Madame Yann Marraine qui a l'habitude de venir ici. Et vous avez fait venir une griotte en Guadeloupe parce que c'est une tradition. On n'a pas de la même manière ici, on a des compteurs, on n'a pas de griot. Alors peut-être pour les Guadeloupéens qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un griot ou une griotte dans la culture guinéenne et même africaine, on va dire? C'est une très bonne question. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, il y avait un royaume qui s'appelait le Manding, le royaume du Manding, qui avait pour chef Soundiata Keïta et qui avait pour griot Bala Faseke Kouyaté. Oui. C'est l'ancêtre des griots. Et après la bataille de Kirina, qui a vu la victoire de Soundiata Keïta sur Soumanguru Kanté, qui était le roi sorcier de Soso, il y a eu une organisation de la société du Grand Manding. Et chaque clan ou chaque tribu a eu des responsabilités. Les griots, c'est une corporation qui s'est vue confier des responsabilités. Les griots sont dépositaires de l'histoire. C'est eux qui connaissent l'histoire, toute l'histoire. Oralement, hein, quand même. Oralement, oui, oralement, bien entendu. Oralement, l'histoire de la famille, l'histoire du village, l'histoire du royaume. Et donc, c'est eux qui pouvaient expliquer aux nouvelles générations l'histoire du royaume. Mais les griots sont aussi médiateurs. Quand il y avait des conflits, c'est les griots qui intervenaient pour calmer les deux ou plusieurs camps qui étaient en conflit. Et le griot, était un conseiller du roi. À chaque fois que le roi prenait une décision, il consultait le griot. Il était vraiment très écouté. C'était le collaborateur direct du roi. Et aujourd'hui, ça a un peu changé. Des griots, il y a certains qui sont devenus des artistes tout court, et d'autres sont devenus des historiens, parce que le griot aussi a cette fonction d'être historien. Et on voit aujourd'hui dans nos villages, dans nos villes, beaucoup de soi-disant griots qui ne sont pas des vrais griots. Parce que les vrais griots, je pense que vous avez entendu parler de Souli Kandia Kouyaté, qui est un éminent griot, qui est descendant de Bala Faseke Kouyaté, et qui a, en 1975, pris la responsabilité sur lui de réconcilier deux chefs d'État et deux peuples. Oui. Le Mali avec Moussa Traoré et la Haute-Volta actuelle Burkina Faso avec Sangoulé Lamizana. C'est au cours d'un spectacle au Palais du Peuple en 1975 que le spectacle qui a été joué, qui s'appelle l'épopée du Manding, qu'il a interrogé l'histoire et la généalogie des deux chefs d'État. Et avant la fin du spectacle, les deux chefs d'État se sont levés pour se donner la main. Et c'est là la réconciliation entre le Mali et la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Donc le griot a une fonction essentielle dans nos États, parce que... mais aujourd'hui, vous allez dans une manifestation de baptême ou de mariage en Guinée, vous voyez plus de personnes qui se disent griots parce qu'ils ont facilement de l'argent. Tout à fait. Leur donne l'argent facilement. Alors Yann Marraine, on vous connaît et vous avez coproductrice de ce spectacle. Je n'ai pas envie de dire spectacle, mais on va le dire comme ça. Alors, juste une question. Monsieur Conté parlait de griot, et là, on a une griotte. Alors, c'est une nouveauté, ça? Non, ce n'est pas une nouveauté. Dans la langue française, il y a parfois le masculin, le féminin. Oui. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des griottes. Je pensais qu'il y avait c'est une femme. En fait, c'est une jeune femme que nous avons tenu à inviter
Elle est de la jeune génération des griots. Nous avons tenu à l'inviter pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça avait du sens pour nous, à Knowledge, de participer cette année au mois de l'Afrique, dont le thème était musique et mémoire. Oui. Nous sommes porteurs aussi de paroles, puisque nous formons les voix, nous travaillons sur l'exploration des voix humaines. Il nous a paru intéressant d'inviter quelqu'un qui, en Afrique en tout cas, qui était porteuse d'une parole, non seulement d'une parole, mais qui représentait aussi l'une des diverses manières de prendre la parole dans le monde. Il a parlé tout à l'heure de la fonction de médiateur du griot, et on prend la parole de différentes manières, et il nous a paru important de présenter cette facette-là, en tout cas, parce que l'un des premiers instruments, en tout cas, il va y avoir une belle exposition sur les instruments de musique. L'un des premiers instruments tout de même de musique, c'est la voix, oui, la voix humaine. Et donc nous avons donc invité Fatoumata Kouyaté pour sa voix de griot, et donc monsieur Amirou Conté qui va parler justement de l'historique du balafon, des différents instruments, mais pour nous l'instrument premier à Knowledge Art en tout cas, participant à ce mois de l'Afrique, c'est la voix humaine. Et donc, voilà, Fatoumata Kouyaté. Alors, il faut dire à nos téléspectateurs que quand les esclaves guadeloupéens, les esclaves, enfin les nègres ou les noirs sortant d'Afrique sont arrivés aux Antilles et dans les Amériques, ils ne sont pas partis avec leur balafon malheureusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ce type d'instrument dans nos cultures, mais il est bon de savoir que bon, il y a eu beaucoup de troupes africaines qui sont venues ici, qui ont montré cet instrument qu'est le balafon, et monsieur Amir Conté va nous dire quelques petits mots sur cet instrument et sur sa résonance dans la culture musicale africaine. Merci. Le balafon, le premier balafon date du XIIIe siècle. Oui. Et c'est donc l'histoire qui nous le dit. Soumangourou Kanté étant un roi sorcier, et il a eu un balafon d'un génie qui lui a offert un balafon et qui lui a appris à jouer au balafon. C'est le premier balafon, il existe encore en Guinée, il s'appelle le Soso Bala. Le Soso Bala. C'est-à-dire le balafon du royaume de Soso. Ah d'accord. Voilà, okay. Donc c'est le Soso Bala, il existe encore, je reprends encore, qui date du XIIIe siècle. Il est encore visible à Niagasola, dans un village de Sigiri, en Haute-Guinée, le pays des Malinké. Donc depuis cette date, c'est seul Soumangourou qui savait jouer au balafon, parce que c'était un instrument mythique et mystique. Ça lui permettait de rentrer en relation avec les génies. C'était un sorcier tout fait, et il interrogeait les génies à travers ce balafon, et pour ce qui pouvait lui arriver, et pour tout ce qui pouvait arriver au royaume. Et comme il était un chef qui voulait avoir être victorieux dans plusieurs guerres, et quand il partait en guerre, il demandait est-ce qu'il pouvait avoir la victoire. Et Bala Faseke Kouyaté a été mandaté par un des rois de Niani, qui est le frère de Soundiata Keita, pour accompagner sa sœur Nana Triban, et qui en ce moment avait peur de Soumangourou Kanté, donc il avait donné sa sœur. Et c'est Bala Faseke qui a accompagné le griot de Soundiata, qui était en ce moment en exil parce qu'il avait été chassé de son royaume par son frère. Mais Bala Faseke est resté, et Bala Faseke donc a accompagné Nana Triban au royaume de Soso pour dire au roi Soumangourou Kanté que les Mandinka acceptent la trêve et on donne en mariage la sœur du roi. Alors, il arrive au Soso, il rentre dans la chambre où il y avait les fétiches et le balafon de Soumangourou Kanté, il voit un balafon, il prend les baguettes, il commence à jouer au balafon. Soumangourou étant très loin, il a su que quelqu'un a touché à son balafon. Alors il est venu et il a demandé à Bala Faseke, toi tu es un homme ou un génie? Parce que personne d'autre ne peut jouer à cet instrument si ce n'est pas moi. Mais la façon dont Bala Faseke jouait au balafon, Soumangourou lui-même il ne connaît pas cette façon. Et parce qu'il a sorti la mélodie. Et quand Soumangourou était
était dans une colère terrible. Il a voulu décapiter Bala Faseke Kouyaté. Comme c'est un griot, il a chanté les louanges de Soumaoro Kanté. Il a chanté les louanges. Soumaoro s'est senti désarmé. Parce que, vous savez, quand on fait les louanges de quelqu'un, il est toujours là comme un bébé. Et il a dit, ah, donc, quelqu'un d'autre peut chanter les louanges d'une personne et que ça le transperce de cette sorte-là. Il dit, à partir de ce jour, tu ne retourneras plus jamais au Mandé, tu restes mon griot, le griot attaché à la cour de Soso. Il a remis les baguettes à Bala Faseke, qui a, comme on appelle, commencé encore à jouer. Mais pourquoi c'est la descendance de Bala Faseke qui garde le balafon? Après la bataille de Kirina, la victoire de Soundiata Keita, le balafon était devenu un trophée de guerre. Et donc c'est le roi Soundiata qui a remis le balafon, qui a confié le balafon à Bala Faseke Kouyaté. Et ce balafon, depuis cette date, jusqu'à maintenant, de génération en génération, c'est la lignée de Bala Faseke qui garde le balafon. Le balafon qui est le Soso Bala qui existe à Sigiri, à Niagasola, ça sort une seule fois l'an, le jour de la fête de Tabaski, ce qu'on appelle chez nous la fête au mouton, le jour où on égorge le mouton. Et ce jour-là, après la prière, la grande prière, il y a un rituel, une cérémonie qui est organisée pour sortir le Soso Bala de la case où il est. Et il est enveloppé de draps blancs avec plusieurs balafons qui vont l'accompagner. Mais le seul qui est habilité à jouer au balafon, c'est le gardien, qui est aussi un Kouyaté, c'est lui qui joue au balafon. Et voilà, depuis, il y a eu différentes formes de balafon et différentes mélodies. Aujourd'hui, le balafon que joue Guéli Guinée est la dernière forme qu'on a trouvée et la plus qui donne vraiment la mélodie au balafon. Alors, quelles sont vos dates d'intervention durant le mois de l'Afrique? Nos dates d'intervention, moi j'ai déjà intervenu le mercredi lors de la première sortie de Guéli Guinée, et la deuxième intervention c'est aujourd'hui à l'occasion de l'exposition, du vernissage de l'exposition. Et puis après, je dois retourner dimanche à Conakry. En toute façon, on vous écoute avec beaucoup d'attention et on ne sait même pas dans ce que vous racontez ce qui est du conte ou de la vérité, puisque c'est tellement bien dit. En tout cas, j'invite les personnes, les Guadeloupéens, à venir à votre rencontre ce soir. Ça se fera où, à Sonis? À 19h, non, au pavillon de la ville. Pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre, face à la place de la Victoire. Officiellement Guéli Guinée, qui est une Kouyaté aussi. Oui, il faut dire que Kouyaté, donc une descendante directe. Et qui est une personne exceptionnelle, je tenais à le dire, parce que la fonction du griot, voilà, il a la parole. Et parfois, accessoirement, il peut accompagner cette parole d'un instrument ou deux. Guéli Guinée est une femme, et non seulement elle joue du balafon, qui est interdit aux femmes, mais elle joue de quatre autres instruments avec une maestria absolument extraordinaire. C'est une personne moderne, une personne qui transgresse, une personne qui se bat et qui est une artiste d'une fonction ancestrale. Elle a fait son métier d'artiste et elle joue tous les jours du balafon. Elle a formé tous ses enfants. Il n'y aura pas un atelier de... Oui, il y aura des ateliers, bien sûr. Bien sûr. Alors les dates sont... je ne les ai pas avec moi. Alors ce soir, vous pourrez les prendre au pavillon de la ville. Le programme vous sera donné au pavillon de la ville ce soir. On a eu l'occasion des rencontres, le programme des rencontres avec Guéli Guinée. En tout cas, merci à Mime Conté et Yann Marraine venus nous conter ça. L'histoire du balafon et de sa transmission générationnelle, on ne savait pas tout ça, et puis comme je le dis, malheureusement ici nous ne sommes pas arrivés avec le balafon, et c'est un instrument là remplacé par le tambour. Juste une question, Ami Conté, c'est la première fois que vous venez en Guadeloupe? Oui. Comment vous vous sentez quand vous êtes ici? Ben, je suis chez moi. D'accord. Je suis chez moi et rien n'a changé. C'est les mêmes habitudes. Vous avez parlé du tambour, c'est le cas. Moi, j'ai le djembé à Conakry. C'est le même son. Ici, hein, oui, je sais, mais c'est le même son. C'est seulement les formes qui diffèrent. Et sur le plan des mets, j'ai vu beaucoup de mets ici. J'ai mangé beaucoup que je mange chez moi. D'accord. Vous aurez peut-être l'occasion de voir un peu de carnaval, même si vous êtes à Pointe-à-Pitre, parce que il y a ce qu'on appelle des massapos. On va vous
vous expliquer ça. Madame Marraine pourra vous expliquer ça. Vous verrez un peu que les traditions africaines sont restées. Nous sommes toujours ici des Afro-descendants. Voilà, il est 13h30 dans le ZCL. On prend une pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Jessie pour continuer le journal. En vous remerciant d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. 13h36 dans le ZCL, je vous l'ai dit, nous sommes en période de carnaval, mais pas que. On vient de recevoir deux personnes pour le mois de l'Afrique. On va parler tout à l'heure avec Léon Lebon-Kila, bonjour. Bonjour. De musique, puisque le Café Orchestra sera sur scène. On va en parler tout à l'heure rapidement avec Jessie, la suite des infos. Et EDF Archipel Guadeloupe fermera provisoirement les caisses de l'agence clientèle à Bergevin. Les clients sont invités à régler leurs factures soit par carte bancaire sur le site internet guadeloupeedf.com, par prélèvement automatique, par chèque, par téléphone au numéro vert gratuit 0800 230 230, à la borne de paiement ou en espèces. Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter le site guadeloupe.edf.com. Et aujourd'hui, le mouvement Kiltirel Mas Bokoka, en partenariat avec la ville de Morne-à-l'Eau, présente sa 9e édition du Grand Déboulé Nocturne. Au programme aujourd'hui, un grand déboulé dans les rues de Morne-à-l'Eau avec plus de 15 groupes à Pau et une exposition présentée sur la place Gertier-Archimède autour du thème Savant Noir. Nous sommes allés découvrir cette exposition ce matin. Reportage avec Maxime Morel et Sarah Rinaldi. Le thème, c'est que justement, il y a quelques années, nous avions déjà organisé cette exposition. Et on avait, disons, détecté chez les gens une forme d'engouement et d'interrogation aussi, puisque c'est un thème qui est très peu traité. Et donc on a voulu sensibiliser les gens sur ce thème que finalement est peu connu jusqu'à maintenant, même si on en commence à en parler. Eh bien, le thème sur les savants noirs. Voilà, tout ce qui est savants noirs. Donc c'est ce qui a motivé ce thème pour la manifestation. C'est surtout pour sensibiliser les gens. Voilà, qu'ils aillent un petit peu plus loin dans la recherche, même sur le net, hein, parce qu'ils vont trouver des informations maintenant. Et donc il y a quelques années, il y a l'association Archive, je tiens d'ailleurs à la remercier parce que c'est elle qui a commencé à sensibiliser les gens à ce niveau-là. Et donc à parler de ça, hein, de toute façon, de cette histoire, parce que ça fait partie de notre histoire. Et donc finalement, on s'est dit, tiens, on va justement en parler. Et donc c'est là qu'est partie l'idée du thème déjà du déboulé et aussi l'exposition qu'on avait déjà effectuée il y a quelques années. Le déboulé de ce soir, donc il y a plusieurs groupes à Pau qui sont invités, environ une quinzaine de groupes. Et donc le déboulé commencera aux environs de 20h. Bon, il y a toujours des petits débordements, mais bon voilà. Le départ se fait sur le terrain de foot à la Serre. Donc tous les groupes sont déposés par bus là-bas. Et donc après vont atterrir sur la place ici. Voilà. Donc ce déboulé a lieu tous les ans depuis justement la naissance de Mas Bokoka. Ça va faire 11-12 ans. Et donc voilà, on organise ce grand déboulé tous les ans qui justement vis-à-vis du public a un vif succès. Voilà. Et il est 13h40, Dani, qu'on reçoit Léon Leborgne aujourd'hui. Tout à fait. De Moule à Morne-à-l'Eau, on va pouvoir faire un petit saut puisque le concept, on va dire, café orchestra, pardon, remet en place. Il faut rappeler que le musicien guadeloupéen qui fait du gouka moderne, café, tout le monde connaît lui, Édouard Ignol, d'origine marie-galantaise, a eu un accident vasculaire il y a quelques années, ce qui fait qu'il ne peut plus toucher à son instrument, mais son œuvre demeure, puisque Café a produit un nombre incalculable de morceaux de musique de gouka moderne. Certains ont été enregistrés sur des CD. Au moins 3 CD sont connus, très connus. Et donc, depuis quelque temps, un certain nombre de musiciens qui ont accompagné Café, qui l'ont connu, ont repris le flambeau. Et c'est en ce sens que le concept Café Orchestra est bien vivant.
Et il y aura mettre en route, c'est que samedi au moule. Bien bonjour, monsieur Lobogne. Alors, expliquez-nous, Tibouin, concept là, ça, café orchestra. Ouais. Concept là, c'est un concept qui, là, depuis un petit moment, parce après accident à café, pour nous accompagner financièrement, nous fait des rencontres entre nous et ça va des belles. Même sorti en CD d'ailleurs, CD qui sorti. Non, c'est CD à Festival Marie-Galante. Nous reprend. Ouais. Enregistré pour te faire un mot de rentrée, pour t'accompagner café. Mais là, après réflexion, nous décidons, parce que tous ces musiciens-là qui évoluent à l'époque avec café, il y a là, à part Ouizy qui a travaillé dehors, nous décidons de remettre en route, rêverez-nous, pour nous continuer de travailler là. Et premier départ, nous, c'est demain soir. Toutes les dates pour, on ne pas dire après, moule, c'est que tel côté, nous ne pouvons pas dire ça. Mais le projet là, c'est continuer l'œuvre là, parce que nous c'est pas normal que nous tous ça travaille là, et puis nous avons dit ça. Ça a dormi. Ouais, ça a dormi là, quoi. Donc, faut dire, pourquoi il y a la café, puis pas jouer instrument là, mais musique là. Ouais. Combien de morceaux à café ils ont répertorié? Depuis 82, ils ont fait un concert, qui ont fait choisir ces morceaux-là? Pour enquêter, des morceaux que les gens qui aiment le café, qui suivent le café, connaissent au moins, on disait, on fait une d'années. Julie a venu après, mais Cho, oui. Ces morceaux-là, ça a Cho, Julie vient après, ni ou peut battre Qatar gonflé. C'est des morceaux que nous, toujours, chaque fois, nous reprend groupe là, rêve nous, c'est des morceaux que nous toujours touchés. Même les cafés là, c'est les mêmes morceaux, ces morceaux, ça nous travaille si on disait, on fait une d'années. Et des morceaux à présent qui là, depuis 82, et ensuite nous pouvons manier. D'accord. Et veut travailler là, nous avons fait là, nous avons fait une sortie quoi. Vous faites une sortie. Et donc, faut dire ça quand même, café là, il ne peut pas jouer, mais il faut bailler en force quand même. Oui. Ça c'est fondamental. Et c'est ça que je t'ai lancé. Oui, ça fondamental. Parce que là, nous avons joué, nous pas penser l'argent. Mais on n'a qu'à vivre, oui. On n'a qu'à fonctionner, faire union de quoi, puis fonctionner. Et là, ça pas en tête en nous, hein, ça sont qui obligatoire. Parce que nous avons joué œuvre à nom là. Bien que les gens à l'époque, même les gens qui l'ont toujours éveillé, qui nous fait travailler ensemble, mais quand même, le travail là, c'est plutôt pour accompagner Café en gros. Mais but là, c'est pérenniser la musique là, ça. Alors, parce que les musiciens sont toujours là. Alors, nous avons quand même, faut vous dire, c'est que le café lancé Goupaï dans les années 80, il créait un instrument particulier, il va créer Batrika. Pour les gens qui ne connaissent pas Kassayon Batrika, peut-être. Eh bien, en gros, l'histoire, parce que nous sommes tellement bitin que j'ai dit ça. Et moi, là, on va parler des gros cas en général, on va parler des gros cas sans complexe. Sans complexe. Café, pour le café, c'est que son autodidacte, son bouc qui apprend à lire et écrit tout grand. Chance à y jouer musique, rien qui avait mon cas lire et écrit musique. C'est important. Il n'y a pas complexe de jouer si on a ça, évoluer si on a ça. Ça fait du tort et ça fait du bien en même temps. En piquet pour l'histoire parce que là nous venons parler de musique. L'instrument, nous tenions beaucoup, nous avons gros Christian, on a dit bonjour. Au départ, c'était ni on coulait, il y a ça guadouka, on grosse caisse, des feuilles et tout. Et de là, café, dit pourquoi pas de faire en batterie conventionnelle, mais confectionnée avec des tonnes, avec des douelles, fûts. Ce qui veut dire, le batteur conventionnel, celle qui est c'est qualité technique à AK, en les batteries là. Parce que le batterie c'est du chaos à jouer. Si on a joué tout blague au bout là, il faut jouer tout blague et batterie là. Pourquoi jouer avec batterie? Les 4 membres qui fonctionnent, les 4 membres. Ni monde qui a joué qui grosse caisse, ou bien feuille seulement. Mais à café, là, on fait un bout là, c'est bout là, tout instrument là, grosse caisse, Charlie, feuille. Et accompagner bout là, plus le 3 quarts. Là, nous avons joué, il faut annoncer le bitin, les 3 qui fonctionnent ensemble. Et donc, batterie là, sont instruments totalement guadeloupéens. Guadeloupéens.
Typiquement guadeloupéen. Alors, moi, je songe une fois, un musicien cubain, Roque Barreto, qui était venu ici, il était vu ça. Il tombait des nues. Ouais, il Mais café, pas typique, il va il pas qu'à imaginer un tel instrument est inventé en Guadeloupe et existé. Et café, pas typique, il va là, café, en 3 tout neuf, il est sorti fait. Ouais, tout neuf. Café fait cadeau. D'accord. Question peut-être pour Jessica qui sont musiciennes. Aussi. Jessie, pardon. Pas Jessica, Jessie sans K. Mais oui. Question de musicienne. Alors, Jessie, question. Non, je voulais savoir, est-ce que la relève est assurée justement pour perpétuer ce gros cas moderne? Eh bien, très bonne question. Elle ne pose que des bonnes questions. Ouais. Quand on va répéter encore, pour moi, Wizy Levis, c'est un qui ne pas à jouer, mais qui a remplacé café. Il a joué Batika, mais il connaît l'esprit, il connaît la musique. Par exemple, nous avons une répétition, un morceau. Lorsqu'on a un morceau au début, vous pouvez gérer, mais en pleine répétition, là, il a coupé, il a pas là, pour là, il a. C'est important à nos groupes. Deuxièmement, au niveau boula, sur un café, on fait comprendre ça, à café, le batterie n'a besoin de personne pour évoluer. OK? Mais café, lui, il joue le fonda, c'est important. Et c'est pour ça qu'il tient à garder le boula. Boula, batterie K3K. OK? Au niveau boula, on peut travailler ça. C'est le travail. OK? Et il y a le 3K. On dit Jean-Bernard a joué 3K. Nous qui formons après Jean-Bernard. Au niveau voix, il y a Paola qui pour moi, c'est la marraine du groupe. Et il pourra faire du travail des gens. Et puis voilà. Mais ça qui continue. Il y a Anne Jujba au cuivre, vent. Tout ça, c'est le monde qui nie l'esprit là en philosophie et nous payons pas mal à pérenniser ce travail-là. Alors, on posait une question à l'heure. Bon, alors, bien sûr, Zoka maîtriser batterie là, Zoka maîtriser son en café. Café, il y a d'autres productions qui en tête, qui n'ont pas tant que maladie là empêché de jouer. Et son jour, Zoka est moins plus loin, c'est-à-dire pas seulement jouer ça et déjà fait, mais essayer de produire des petites qualités ni à faire. Le problème, c'est la communication avec café. Moi, quand j'ai dit café, pas de papa, moi, pas de beau-père, moi, pas de frère, moi. Mais il va être si beau. Oui. Alors, moi, café, nous pas de problème de rapport. En qui comprendre certains bitins qu'a dit. OK? Mais pour café dialoguer avec le monde, ça n'est pas évident. C'est difficile, oui. Moi, nous avons notre approche, en cas frère, en dit qui côté, qui monde, qui non. Et en cas comprendre. Mais pour évoluer, discuter avec le monde, ça n'est pas évident. Mais c'est pour trouver un moyen, puis nous, certains bitins qui ni en tête, mais dernièrement par rapport à Nérini, il y a acquis un piano, je crois un piano enregistrant, enfin bref, un appareil technique par le biais de Nérini qui a acquis pour faire mon bail l'argent là pour acheter ça, et café ni à Kazaï, et quand on se veut d'autres produits, nous peut arriver à tirer quelque chose. Ouais. Et même en des morceaux comme tu as 20 ans, nous pouvons revoir ça. Nous pouvons revisiter. Oui, nous pouvons revisiter. C'est qui bel produit. Il y a qui bel produit. En tout cas, nous sommes contents de savoir que le concept là a existé. Oui, grâce à Dieu. Alors, c'est un monde qui a gardé les autres là, parce que faut savoir que nous sommes passés en Guadeloupe, nous sommes passés en Martinique, nous sommes passés en France, en Guyane. Si on veut faire autres venir jouer, on joue. Qui démarche quoi fait? C'est Wizy Levis. Ouais. Wizy Levis n'a pas de numéro en tête. Ouais. Mais c'est Wizy Levis. Je ne peux pas dire exactement l'endroit où il faut joindre Wizy. Ouais. Mais c'est le numéro là pas en tête. D'accord. Mais on a pensé après festival concert là nous avons fait là, qui est documents, filmés, photos à l'appui pour éventuellement prendre des contacts. Parce que quand il y a des projets. Des projets? Oui, des projets qui sont intéressants pour nous et pour café. Eh bien, nous avons un mot pour samedi, à partir de 8h, en salle à Moula. Et puis, prochain concert, on a tout phase, tiens-nous comme d'habitude. Pour nous savoir, ça a fait. Et puis, nous allons souhaiter une bonne continuation. Et bah, café toute force là. Oui. Ça, nous avons parlé à nous, mais bon, c'est là où on va courir dans le savez. Effectivement. Merci de venir. Dernier mot, on ne quitte pas la musique, Jessie. Oui, on ne quitte pas la musique, Danick, c'est vrai, tu suis le programme, c'est bien. Oui, alors, apprendre le piano dès l'âge de 3 ans, c'est possible avec Ewa Kirisi, c'est une
professeure de piano au Gosier. Elle propose des cours en utilisant une méthode 100% ludique, une méthode qui vous permet de jouer dès le premier jour. Reportage tout de suite avec Maxime Morel. Je suis rentrée dans cette école qui était créée en Pologne à 7 ans. Et puis plus tard, j'ai compris l'avantage de pédagogie qui était exceptionnel parce que c'est une méthode 100% ludique qu'on trouve nulle part parce que je voyageais un peu et vraiment je cherchais toujours quelque chose qui soit semblable au mieux. Je n'ai jamais trouvé parce que cette méthode permet du premier cours à petit enfant de jouer en même temps et connaître les notes, ce qui fait partie du solfège. Mais les solfèges, tout est déguisé sous forme des histoires parce qu'il faut qu'on reste dans le monde ludique. Et cette dame, justement, elle a cassé la gamme parce qu'au monde entier, on apprend les notes, c'est-à-dire les solfèges, selon la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que tout le monde connaît. Et la raison pour laquelle c'est très difficile les solfèges et on se trompe facilement. Par contre, l'histoire qui apprend aux enfants les notes sur le piano, ça casse la gamme. C'est l'histoire qui casse avec des personnages qui viennent au piano et qui l'aident à mémoriser. Bien sûr, à côté, il y a un classeur qui accompagne cette étude et à chaque cours, l'enfant avance un peu. Puis en même temps, dans les solfèges, c'est une part et d'autre part, il joue dès les premiers cours. Donc la méthode au départ est conçue par les petits-enfants à partir de 4 ans, mais 4-5 ans. Mais moi, je m'aperçois, j'ai des élèves de 3 ans et ça marche aussi parce que la méthode permet. Ah ben, c'est aucune comparaison, mais ce qui est très intéressant, j'ai utilisé la même méthode pour les adolescents et les grandes personnes. Cette année, j'ai une dame qui a 76 ans, elle commence la même chose, mais bien sûr, on va plus vite. Parce que je ne vais pas raconter de la même manière l'histoire à grande personne qu'un enfant qui a 3-4 ans. Parce qu'ils sont dans leur monde et ils ne sortent pas de leur monde. Et ils aiment tellement que pratiquement toujours, l'enfant, après les premiers cours, il réclame à maman de venir tous les jours. Parce qu'ils aiment tellement, il y a des peluches, il y a des jouets, voilà, c'est-à-dire ils jouent la musique, mais ils jouent en même temps, véritablement, comme ils ont l'habitude de faire. Voilà, il est 13h53 dans le ZCL, alors je vais vous faire quelques rappels parce qu'il y en a plein. L'Aviso, c'est ce soir au Yacht Club, si vous ne voyez, Kakoué, c'est le nouveau groupe. Conférence sur Raoul Serva, c'est à Gosier, ici, c'est bien ça? C'est ce soir aussi. Oui. Demain, samedi, Café Orchestra, donc ça c'est au Moule, à 20h. Et aussi, Perfecta, c'est quand? Les Aiglons? C'est demain. C'est demain au Palais des Sports de Gosier. Alors je rappelle, Simone pour jouer à Cibitin-là, 2 mots. Kimoun qui était non à ancien chanteur de Perfecta qui démissionnait pas longtemps. Et deuxièmement, 2 titres de Perfecta, 26 73 03. Si vous trouvez ça, vous venez chercher votre ticket avant 16h30 à Canal 10, c'est offert. Sinon, on va simplement rappeler qu'on se retrouve lundi, Jessie. Eh ben oui. Pas de souci. Et le mois de l'Afrique continue. Il y a encore des manifestations, j'ai oublié de le dire, mais Amiou Conté et Yann Marraine seront donc ce soir avec la griotte à Maison patrimoniale qui se trouve en face de la place de la Victoire. Donc ni pour boire et manger, qui est en musique. Hein? J'ai même pas parlé du carnaval dimanche sur Canal 10 en direct un peu partout avec nos amis Carole notamment qui sera là. Donc vous aurez l'occasion de voir tout ça samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, carnaval pour boire et manger. Bien, voilà, nous goûtons là pratiquement 14h, il va être 14h dans 6 minutes. On dit merci à tous d'être avec nous. Si vous pouvez manger, mais fin de manger et point d'essai là, nous Kavin, Jessie et moi. Voilà, Ibout, Léon, merci de venir. Ouais. Et puis si vous avez raté cette émission, le début, pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait, Jessie? Vous allez tout de suite sur le www.zcl.tv. Voilà, elle l'a dit avec le sourire, on termine. Bon week-end à vous tous et on se retrouve à lundi. Ibout.